faut l'enfermer. C'est pas possible. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast NBA Extra en ce lundi de Pentecôte qui rime avec un deuxième match, enfin ça rime pas d'ailleurs, mais un deuxième match de Finals NBA. Aujourd'hui, c'est toujours Chris Singleton qui m'accompagne. Hello everybody. Hello. Ça va bien? Oui. Bah, j'ai oublié que c'était férié, mais... Toujours sur le pont de toute façon. Ah oui. Bah, ça change pas. Non. Et puis c'est pas avec les finals qu'on va... Non. Qu'on va chômer. Revenons donc sur ce Game 2 tout d'abord. Avec l'égalisation d'Oklahoma à un partout dans ces finals après une victoire 123-107 haut la main, sans discussion. Il n'y a pas eu de comeback et de braquage des Pacers cette fois-ci. Le Thunder a su garder son avance de patron dès le premier quart-temps jusqu'au bout. Finalement, c'était le scénario auquel tout le monde s'attendait. Chris, toi aussi, t'es pas surpris par ce résultat? Non, pas du tout. Non, même dans la défaite, je trouvais que OKC pouvait gagner ce match. Ils ont mené jusqu'à 3/10. C'est donc, ça. Oui, non, mais j'attendais. On était tous en train de regarder qui allait mettre. Est-ce qu'il allait y avoir des adaptations? Oui. Est-ce qu'il allait remettre le même 5? Le fameux Kayson Wallace à la place de Desire. Donc il suit son logique. Et il suit son logique. Il n'avait pas de raison de changer non plus, parce que ce n'était pas le début de match qui a fait tort au KC. Ils ont très bien débuté. Oui, ils ont très bien débuté sans les paires de balles des Pacers. C'est ça. Donc, mais on ne sentait pas un grand match au début. Finalement, OKC a bien fini les cartons, le premier et le deuxième, juste avant la mi-temps. Donc voilà. Et puis, je sentais un contrôle. Ouais. Qu'ils avaient appris, qu'il ne fallait pas non plus, même si tu as 15-20 points d'avance, il ne faut pas jouer avec le feu. Donc j'ai trouvé que Shai Gilgeous, à ce moment-là, a mis le ballon sous le bras et qui a géré parfaitement bien ce fin de match. En MVP, vraiment, évidemment. Oui. C'est le premier joueur qui ressort de ce deuxième match. 34 points à 11 sur 21 au tir, une meilleure adresse que dans le premier match. On peut ajouter 5 rebonds et 8 passes. Voilà, le MVP répond clairement présent. Il est à 36 points de moyenne, à 49% au tir sur les deux matchs. Il en est à 72 points. C'est le record pour un joueur qui, dans ses deux premiers matchs en finals, il a battu Allen Iverson dans ce record-là. Oui, mais OKC, ça ne se réduit pas à Shai Gilgeous-Alexander. Mais ça reste quand même le patron. Non, mais ça reste le patron. Non, mais il faut mieux l'avoir que pas l'avoir. Ouais, donc, non, mais ce qui m'a frappé le plus, c'est l'apport du banc. Bien sûr. Je pense qu'il y avait un déséquilibre. Chet Holmgren, déjà, avait bien commencé le match. Bien relié par Hartenstein. Après, les deux ensemble. Ils ont un peu joué plus ensemble que le premier match. Donc, évidemment, Aaron Wiggins à 3 points. Là, c'est le facteur X de ce match. Oui, c'est avec Alex Caruso aussi. Oui, non, j'allais en venir, mais c'est vrai que cet apport du banc, AC9, qui était extraordinaire. Incroyable. Donc, c'était vrai qu'on a vu de même dominance, moins les paires de balles en face, mais ils sont tellement bons à la pointe, et quand il y a les deux grands protecteurs du cercle, donc voilà. C'est sûr. Mais oui, clairement, là, l'apport du banc, on en avait parlé, c'était Indiana qui avait plutôt remporté ce match-là au match 1. On pense notamment à Obi Toppin. Là, les deux Caruso, donc 20 points, Wiggins 18 points, et avec une grosse adresse à 3 points. Et voilà, ils ont marqué plus de points que tous les joueurs du 5, pas réunis, mais chacun individuellement. Il était au match, Obi Toppin.
Là, c'est plus le même. Hein. Ah, c'est plus le Mais même. On pouvait s'y attendre. Voilà, c'est des joueurs qui ne sont pas très réguliers. Oui, parce que tout simplement, ce qu'on voit, c'est que les matchs ne se ressemblent pas individuellement. À part chez Gilgeous, qui va marquer les points. Lui, oui, il y a de la régularité. 13e match des playoffs à plus de 30 points. Oui. Donc, même Siakam, Miles Turner, à un moment donné... il a bien commencé aussi, mais après... Non, c'est pas... la seule chose qui était bon pour les Pacers, c'est que OKC n'était pas dans un grand soir au début. Oui. Parce que ça aurait pu être encore pire, quoi. Parce que ça aurait pu être encore pire. Donc, il y avait une maladresse en début de match qui a fait que, voilà. Mais OKC, c'est une équipe qui défend. Et voilà, ils ont arrivé à faire, c'est de mettre ça en avant. Dur, jusqu'à que leur attaque arrive. Et tu parles bien de la défense, tu fais bien d'en parler parce que l'image de ça, le symbole, c'est forcément Tyrese Haliburton. On a voulu un petit peu angler ce deuxième épisode du podcast là-dessus sur... il y a vraiment un écart là entre les deux meneurs, SGA et Haliburton. Haliburton qui est passé à côté, même s'il finit à 17 points. Mais à la fin du troisième quart-temps, il était qu'à 5 points inscrits. C'est un match raté et c'est un peu finalement dans la continuité du match 1, malgré le game winner qui est un peu l'arbre qui cache la forêt pour l'instant. Je dirais que c'est dans la continuation des playoffs. Des playoffs. Oui. Voilà, son côté clutch cache je n'ai jamais autant... une irrégularité. Parce qu'on lui donne un statut. Ouais. Peut-être qu'il ne mérite pas de superstar. On ne va pas dire qu'il est surcoté non plus. Non, je n'ai pas dit ça. Non, on voilà. Donne trop facilement. On charge quand il est bon. Ouais. Quand il est mauvais, oui, ou non existant, je dirais, qui ne pèse pas. Donc là, dans le premier carton, il ne pesait pas. Tu peux mettre Shepard, moustachu, là, c'était la même chose. C'est que ça défend très dur sur lui, c'est sûr. Oui, non, mais c'est sans que ça soit exprès. La défense de OKC le cadenasse bien, le traite comme n'importe quel autre meneur. Si c'était Brunson... c'est ce qu'ils disent d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas de plan anti-Haliburton. Non, c'est que à la pointe, il y a des très bons défenseurs et derrière, il y a des très bons défenseurs. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont le meilleur. On peut trouver aussi une explication dans ce choix de Kayson Wallace... de Marc Daigneault, de mettre encore un petit qui va harceler Haliburton et les arrières d'Indiana en défense. Oui, on sacrifie un joueur. C'est-à-dire que quand Haliburton il va à l'opposé, c'est presque comme une boîte, quoi. Donc, c'est construit comme ça. C'est pourquoi ils sont la meilleure défense de la NBA, parce qu'ils sont disciplinés. Ils sont disciplinés sur le ballon. Ils sont disciplinés dans les rotations. Donc, tu passes une ligne, et une deuxième et un troisième jusqu'au bout de la chaîne. Est-ce que pour toi, Haliburton a encore des chances d'atteindre le niveau de Shai Oh non. Au moins un match à 30 points. Oui, tout le monde, oui. Si, quand même. Oui. Mais il n'y a pas de discussion et on ne peut pas les relier. Non, c'est un autre niveau que Haliburton n'a pas. De début à la fin de match, il pèse pas. Donc, sauf quand il est dans un grand soir. Et la plus grande qualité de Haliburton, c'est qu'il peut faire jouer l'équipe sans perdre des balles. Quand son shoot à 3 points, il est on, il devient un autre joueur. Mais bon, pour moi, c'est pas assez régulier, c'est pas assez fort. Consistant, ouais. C'est pas assez fort. Et puis c'est vrai que le Canadien met la barre très haute, il faut le dire. On a parlé du banc, on a parlé de SGA. On doit aussi notifier quand même les bons matchs de Chet Holmgren et Jalen Williams, qui sont aussi là en apport de Shai.
15 points pour l'intérieur, 19 quand même pour Williams, on peut s'attendre encore à mieux de lui, hein. Il est qu'à 5 sur 14 au tir. Et voilà, si ces deux-là élèvent encore plus leur niveau, là, on a du mal à imaginer... Qu'est-ce que j'ai dit était le clé? C'est quoi? C'est Chet Holmgren. C'est Chet Holmgren, et oui. Oui. Et il n'est pas encore... Non, parce qu'il fait un bon début de match, qui le remet sur les rails offensifs. Ils n'ont pas besoin d'appuyer que sur Shai, pas sur J-Dub, parce qu'il fait... pas un bon mi-temps. Voilà, il faut dire les choses comme ils sont. C'est Wiggins qui sort du banc. C'est Hartenstein qui amène une dimension qui est défensif. Un impact, oui. Un impact. Et puis, voilà. Non, mais là, soyons clairs, ça peut clairement tourner rapidement. Est-ce que tu vois... clairement, même Oklahoma aller chercher les 2 matchs à Indiana maintenant? Non. Non. Il y a toujours le cœur des Pacers qui va les faire survivre. Oui, je crois que l'ambiance, parce que c'est encore plus fort que au KC, hein, mais tu changes de couleur, tu mets en jaune, tu mets des t-shirts jaunes. Et puis ça transforme les joueurs, ça leur donne de l'énergie. Donc on sait que Indiana, les Pacers, ils jouent avec de l'énergie. Donc ils ont besoin de ce public pour leur pousser, pour leur subtiliser. Voilà. Donc je vois... Donc pas si... Peut-être pas le premier. Ouais, plutôt le deuxième. Plutôt le deuxième. Bon, on reviendrait à 2-2 hein, finalement à Oklahoma. Selon Chris, c'est loin d'être fini. C'est loin d'être fini. Bon, en tout cas, on va suivre ça évidemment sur les antennes de beIN et dans ce podcast. On vous fera suivre ça. On fait un petit point aussi évidemment sur tout ce qui est rumeurs, hein, comme d'habitude, les trades. J'aime bien les rumeurs. Alors, faut dire que en ce moment, c'est pas non plus. Non, c'est silencieux. C'est un peu toujours les mêmes choses. Giannis, Durant. La dernière dont on peut un petit peu parler quand même, c'est Durant qui serait maintenant le plan B des Raptors en cas de non Giannis, puisque Toronto avait ciblé Giannis comme la plupart des franchises. Mais vu que le grec a plutôt là, on pourrait plutôt croire qu'il finalement il resterait à Milwaukee. Eh bien, Toronto serait intéressé par Durant. Il y aurait un intérêt mutuel, même si évidemment le MVP intéresse énormément de franchises. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Durant à Toronto Oui, bon, je vais commencer par le commencement. Giannis, je pense pas qu'il est à Toronto. Oui. Durant non plus, c'est ça que tu veux me dire? Oui, exactement. Là, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer des grosses stars aller là-bas. Oui, passer la ligne en haut, là. C'est ça, c'est toujours un peu particulier. Non, mais visiblement, c'est une franchise qui intéresse, qui a une petite hype avec... ils ont des sous. Ils ont des sous et des jeunes joueurs un petit peu prometteurs. Oui, mais Scottie Barnes, ils ont des années-lumière d'un titre. Oui, mais après, il y a de la place à l'Est. Oui, c'est vrai. Il y a des équipes à l'Est aussi. Oui, il y a les Knicks qui vont appeler Durant. Ils ont déjà fait. Donc, voilà. Giannis pourrait intéresser les Knicks. Bien sûr. Donc, voilà, il y a d'autres franchises... de marge de manœuvre. Qui ont du marge de manœuvre. Je pense à Houston, évidemment. Je pense Phoenix, par exemple. Donc, pour Giannis. Les Spurs, oui, pourquoi pas. Puis il y a les Wolves aussi qui reviennent souvent pour Durant. Toi, t'aimerais le voir où plus dans quel Houston, parce que c'est conforme à son jeu. C'est une jeune équipe, voilà. C'est la pièce qui manque. Voilà, je trouve une relation sérieuse entre le raisonnement basket et le raisonnement carrière. Donc voilà. Mais bon, est-ce que j'aimerais bien que Kevin Durant finisse bien sa carrière.
qui trouve, voilà, pas qui comme, sera pas comme un Phoenix, là. C'est sûr que oui, c'est pas compliqué. comme un Chris Paul, pas comme un Westbrook, pas... Il en a encore les capacités physiques, surtout, selon toi Ouais, je lui donne encore un an. Ouais. Il ne faut pas oublier. Faut qu'il soit bien entouré, quoi, que ce soit pas le joueur qui tienne à bout de bras son équipe. Non, mais parce qu'il est habitué à jouer les minutes. Donc, voilà, il demande à jouer les minutes. Oui. Donc, mais Houston ou un autre, les Knicks, par exemple, voilà, ne demanderait pas de jouer 40 minutes. Maintenant que Thibodeau est parti, les Knicks, c'est bon. C'est ça. Bah, tu me tends la perche sur, évidemment, le poste à pourvoir à New York. Qui pour succéder à Thibodeau alors là, les dernières rumeurs, justement, c'est Jason Kidd qui serait le plus cité. Il y a aussi Ime Udoka et Chris Finch. C'est 3 entraîneurs qui sont actuellement sur des bancs, finalement. Alors, qu'est-ce que les Knicks veulent, là, exactement? Oui, je pense qu'ils font entre une personnalité, je crois, l'expérience, je crois, veulent, je pense, et l'estime de la Ligue. Donc, voilà. Et de certains joueurs, peut-être. Et de certains joueurs. Quand je parle de la Ligue, voilà. Non, mais parce que je vais aller plus loin aussi. Jason Kidd a entraîné un certain Giannis à Milwaukee pendant quelques années. Et du coup, cette rumeur du fait que Kidd viendrait peut-être à New York relance aussi la rumeur Giannis à New York. Oui, bon, ça, 15 joueurs, il va dans une franchise pour l'entraîneur, je veux bien, mais c'est plutôt ce qu'il y a autour. Sur ce qu'il y a autour. S'ils peuvent garantir que Brunson, Cat Towns, il sera là, peut-être ça devient plus intéressant. Donc Giannis, il court après, presque aussi vite que LeBron, après encore un titre. Donc oui, non mais quand même. On sent que voilà, c'est important pour lui. Ouais. Donc, où ça va être à Milwaukee, ça reste une possibilité qui est plausible selon toi? Oui, s'il n'y a pas des choses qui s'ouvrent, qui sont intéressantes pour lui, il va rester là, parce que c'est lui le roi. C'est lui. Oui, et puis il se sent bien, Milwaukee. Il se sent bien, oui. Donc, le seul problème, entre guillemets, c'est la blessure de Damian Lillard qui laisse pas entrevoir une fenêtre de tir rapide pour un titre, en tout cas. Oui, sauf si Lillard s'en va. Voilà, donc. Et un autre qui arrive. Oui, non, mais je ne sais pas comment ils vont faire, parce qu'on entend des choses. Voilà, comme ça. Mais je pense qu'il va rester. Ok. Mais c'est en tout cas les dernières infos sont plus là-dedans. Mais bon, dans les rumeurs, faut s'attacher à rien. Pour revenir juste à Kidd, toi, tu le verrais bien à New York. On se rappelle qu'il a fini sa carrière là-bas il y a un peu plus de 10 ans. Et est-ce que pour lui, c'est intéressant de quitter Dallas, qui a aussi un beau projet avec probablement Cooper Flagg en numéro 1 de draft? Oui, moi je réfléchirais 2 fois avant de quitter ça, parce que c'est vraiment, je dirais, la richesse de l'NBA, c'est cette équipe-là, avec Anthony Davis, avec Kyrie Irving, qui ne jouera pas avant janvier, Cooper Flagg, c'est intéressant. Voilà, donc c'est intéressant parce qu'ils ont bâti autour finalement un leadership qui est concret, qui est, voilà, on voit le projet, on voit le plan, mais même si les gens ils aiment pas Nico Harrison, voilà, on voit qu'ils ont pris une direction, voilà, ils tiennent, donc voilà. Et d'ailleurs, on a appris donc que les Mavs allaient faire des entraînements avec Cooper Flagg, comme ça se fait avant la draft. Et ce sera le seul joueur qu'ils ont invité à ça, ce qui est plutôt rare pour le coup. Souvent, les franchises invitent quand même plusieurs joueurs, ce qui montre évidemment l'intérêt pour Dallas qui
Il ne devrait pas hésiter, même si avec Nico Harrison, on ne sait jamais. C'est quand t'as foiré un truc. T'es capable de l'enfoirer un deuxième. Non, ils veulent montrer aux gens qu'on va pas le foirer cette fois-ci. D'accord. Que voilà, notre c'est ça. tour de draft, il sera lui. Voilà, on va montrer la ville, on va lui acheter un bon steak. Voilà. Ouais, il veut se racheter une bonne conduite et une bonne image auprès des supporters des Mavericks. Eh bien, très bien. On suivra aussi évidemment ces rumeurs de trade jusqu'à la fin des finals au moins et même après. Merci Chris pour ce nouvel épisode. Merci à vous de nous suivre. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter. Rendez-vous dans la nuit de mercredi à jeudi. Retour des matchs à 2h30 du matin. On sera là le lendemain en podcast, en émission sur Beansport. Hein. Voilà. Bref, vous connaissez le planning. Merci Chris. Thank you. Merci à vous, à très bientôt.